partagés, parce que finalement ils se sont révélés assez souvent en accord, même s'il n'y a pas une vision exactement, une approche un peu différente, mais on les a retrouvés assez ensemble sur un certain nombre de points que je voudrais légèrement développer. Ce qui est assez intéressant, c'est sur la première question, finalement, l'engagement de l'Occident vis-à-vis de la Russie. Est-ce que l'Occident s'est engagé vis-à-vis de la Russie dans le passé, en particulier dans les années 90? Les deux ont répondu non, finalement, en fait, même s'il y a eu un procès verbal, ce procès verbal s'est avéré totalement insuffisant. Et surtout, il y a un peu une réécriture de l'histoire de la part de Vladimir Poutine qui remonte en arrière jusqu'à 1991 pour justifier, j'allais dire, l'agression qu'il opère aujourd'hui, en particulier en Ukraine. Ce qui est certain, c'est que la diplomatie russe, visiblement à l'époque, n'a pas été suffisamment précise ni assez ferme pour obtenir ce que souhaite aujourd'hui Vladimir Poutine, c'est-à-dire que l'OTAN, que les pays appartenant à l'OTAN soient, qu'il y ait une espèce de zone entre eux et l'OTAN. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que l'Ukraine vient du mot Kraïna, qui veut dire les marches. Donc en fait, c'était effectivement l'espèce de frontière qui séparait bien la Russie de l'Ukraine, enfin la Russie, pardon, de l'Europe de l'Ouest. On a parlé même de PV ou Memorandum, et je pense qu'effectivement, ce qui marque le plus, si vous êtes plutôt d'accord, c'est une espèce de mépris, en tous les cas, vis-à-vis des Russes, qu'on a considérés comme étant des pauvres, à qui on ne parle pas. En tout cas, c'est la vision un peu américaine. Et ce mépris ressenti par les Russes est assez fréquent, et on le retrouve dans un certain nombre de discours. On a parlé de pays clochardisés, et donc effectivement, alors qu'on a toujours le sentiment que la Russie voulait finalement apparaître comme l'égale des États-Unis d'Amérique. On a bien vu au moment de la guerre, la course aux étoiles, finalement, qui a gagné la course aux étoiles sur les États-Unis, alors que les Soviétiques à l'époque avaient commencé par gagner, puisque c'est les premiers à avoir été dans l'espace, et c'est les premiers à avoir envoyé un homme dans l'espace, ce qui avait été très mordant et très piquant pour les Américains, qui se targuaient justement, après la Seconde Guerre mondiale, finalement, d'avoir reconnu que finalement l'Europe, les pays qu'ils avaient aidé à libérer, et en particulier la France, et quand on va à Colville voir les 10 000 tombes de soldats américains, on peut être que reconnaissant, et de voir qu'effectivement la Russie, ou l'Union soviétique plus exactement, les avait dominés, en particulier dans la course à l'espace, mais course à l'espace qu'ils ont perdu, et donc pays clochardisés effectivement à la fin, à tel point c'est qu'à la fin de la guerre froide, et Poutine aura redonné du lustre, de mon point de vue, à l'armée russe, parce qu'un officier de l'armée russe était incapable d'emmener sa famille et ses enfants dîner dans un restaurant, même si ça aurait été un McDonald's. Donc Poutine a redonné du lustre, a redonné un peu d'efficacité à son armée, qu'il a tenté, effectivement, qu'on a vu apparaître et intervenir dans un certain nombre de pays, au moment où finalement il y avait un certain retrait américain. Il est vrai qu'on a parlé du pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie, souvenons-nous, quand la guerre froide s'est terminée en 89, que le mur de Berlin est tombé, et on va dire donc début 90, le PAVA s'est arrêté, je vais dire, a été dissous. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord a perduré et est intervenue dans un certain nombre de pays sans qu'il y ait vraiment de menace contre les pays, puisque c'était l'OTAN avec une alliance défensive. Donc je suis assez d'accord avec votre approche qui dit que l'OTAN s'est étendue tout en se dégonflant. Et qu'effectivement, je ne suis pas un produit de l'OTAN, parce que j'ai jamais servi au sein de l'OTAN, même si j'ai participé à des opérations otaniennes, on a bien vu qu'effectivement, petit à petit, les Américains se retiraient. Lorsque j'étais jeune lieutenant, on faisait des manœuvres avec les Américains qui s'appelaient Reforger pour Return of Force to Germany. Donc il y avait un tas de matériel américain qui était prépositionné en Allemagne et que les Américains projetaient depuis l'ouest de l'Atlantique, arrivaient pour les reprendre et les faire tourner. Et c'était des manœuvres qui duraient un bon mois, voire un bon mois et demi, dans lesquelles les soldats français étaient impliqués, dont moi-même. Ce qui est assez intéressant, j'ai découvert que Gérald Liebert, effectivement, menaçait une guerre mondiale. Et donc en privé. Mais ce qui est assez intéressant, c'est donc ça reste quand même dans l'esprit russe. Et on voit finalement qu'aujourd'hui, à travers un discours d'un Vladimir Poutine, lorsqu'il a parlé le 9 mai, il n'a jamais parlé de l'Ukraine. Il s'adressait en fait à l'OTAN et à l'Ouest. Et donc c'était vraiment son adversaire. Il a seulement parlé du Donbass, j'y reviendrai. Il n'a jamais parlé de l'Ukraine. L'Ukraine n'existe plus en tant que telle, puisque ça fait partie de la Grande Russie. Alors là où je vous rejoins également, c'est que faire une fixette sur Vladimir Poutine me paraît un peu fou
et on lui trouve tous les torts. J'étais l'autre jour sur un plateau avec une Ukrainienne qui faisait de la propagande à fond, des gens trouvant tous les tares à Poutine, évidemment, ce que je peux comprendre, mais enfin trouvant qu'il tremblait, qu'il marchait mal, qu'il boitait, qu'il ceci, qu'il cela, alors qu'on l'a vu parader, déposer des fleurs sur chacune des villes martyrs, dont d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, les villes de Kiev et d'Odessa, preuve qu'il les considère bien comme appartenant à la Russie. Sur l'imbrication russo-ukrainienne, il me semble qu'effectivement, on entend tout, et c'est un peu son contraire, c'est-à-dire qu'on considère que l'est du Dniepr est russe et que l'ouest, ça fait partie des grandes Pologne. On va parler du Grand-Duché lituanien polonais. Est-ce que dans l'esprit russe et dans l'inconscient collectif russe, ça existe? Je ne pense pas. Et effectivement, il y a une vraie confusion entre Russes et Ukrainiens. Il y a des Russes qui ont la famille en Ukraine, des Ukrainiens qui ont la famille en Russie. Toutes ces familles sont assez liées en réalité. Et c'est pour ça que m'est arrivé de parler de guerre civile. Est-ce que c'est pas finalement une espèce de guerre civile? J'ai bien aimé votre expression, Harold, en disant divorce entre deux peuples semi-fusionnés, et donc une douleur généralisée. Et il me semble que vous étiez assez d'accord, et quand vous avez dit que ça rate grave, je pense que c'est exact. Cette fusion entre ces deux peuples assez proches, finalement, ne fonctionne pas. Et en tous les cas, Vladimir Poutine aura réussi un effet majeur, c'est qu'il aura réussi à créer une vraie nation ukrainienne, de mon point de vue, puisqu'on a tous rencontré des Ukrainiens qui disaient « moi, j'ai jamais voté Zelensky », mais en tous les cas, aujourd'hui, je le soutiens, et demain, s'il soit présent, je voterai pour lui. Même si, il y a à Odessa des gens qui attendent Poutine un peu comme le sauveur, et il y en a d'autres qui, au contraire, disent j'espère que les Ukrainiens gagneront. Donc, on en est là. Sur les objectifs de la guerre, ce qui est assez intéressant, vous n'avez pas exactement la même approche. Il me semble qu'effectivement, on est d'accord sur les objectifs d'un Vladimir Poutine. Au départ, je veux dire qu'il a un objectif stratégique qui, selon moi, était de renverser le gouvernement de Zelensky et d'arriver tel le sauveur accueilli par du pain et du sel, à tel point c'est que les soldats ukrainiens avaient leurs uniformes de parade, les soldats russes, pardon, leurs uniformes de parade dans leur cantine, et je sais bien, donc ils s'attendaient bien à parader, j'allais dire, à Kiev ou ailleurs. Ça n'a pas été le cas, et ils ont été très surpris de la façon dont ça s'est passé. Donc l'objectif stratégique de renversement a été raté, l'objectif régional de récupérer le Donbass très vite et d'aller jusqu'à Odessa, pour l'instant, n'a pas encore abouti, et donc on reste sur des objectifs très tactiques, et aujourd'hui l'objectif c'est de prendre la ville de Kramatorsk. Est-ce qu'ils y arriveront? Rien n'est moins sûr aujourd'hui, même si les gens ont tendance à sous-estimer, de mon point de vue, l'armée russe, à qui il reste encore des moyens. Harold dit que ça s'arrêtera faute de combattants. C'est vrai que de part et d'autre, d'un côté les Ukrainiens, me semble-t-il, ont mobilisé absolument toutes leurs troupes, ce qui n'est pas totalement le cas des Russes, qui n'ont engagé finalement que des soldats engagés ou des conscrits à qui on avait signé rapidement un contrat auquel ils n'ont pas forcément compris d'ailleurs, sans savoir où ils allaient. Et ce qui, effectivement, paraît. Donc on a des forces russes qui sont moins motivées que les forces armées ukrainiennes, qui défendent elles-mêmes leur sol. Et aujourd'hui, on arrive à une espèce de stabilisation du front, même si les Russes progressent par endroits et que les Ukrainiens progressent à d'autres endroits, là où les Russes ont retiré leurs troupes pour justement essayer d'enfoncer le front ukrainien, en particulier du côté de Kramatorsk. Donc oui, les Russes veulent prendre le Donbass. Est-ce qu'ils auront la capacité d'aller jusqu'à Odessa? Je ne penserai pas. Est-ce qu'ils auront la capacité d'aller jusqu'à la Transnistrie, donc jusqu'à la Moldavie, et de créer une espèce de zone qui englobe tous les rivages de la mer Noire? Je n'en suis pas si sûr. Et est-ce que, et j'arriverai dans ma conclusion sur les scénarios éventuels, alors pour les Ukrainiens évidemment, j'ai tout à l'heure dit en introduction, mais finalement les Ukrainiens se sont rendus compte que la victoire était possible. Alors qu'au départ, souvenons-nous, sur le piège, les Américains ont proposé à Zelensky de l'extraire. Et donc ils considéraient qu'en fait la partie était presque perdue au départ de la guerre. Et ensuite ils se sont rendus compte que finalement les Ukrainiens et la force d'âme ukrainienne, on peut parler de force d'âme je pense dans ce cas-là, a fait qu'il y a une espèce de renversement. Kiev n'a jamais été prise par les Russes, ils se sont tirés d'eux-mêmes, donc c'est pas parti à cause d'une offensive ukrainienne, mais parce que finalement ils n'ont pas réussi à prendre Kiev, sans doute grâce au renseignement et à l'armement américain. S'agissant des objectifs américains ou anglo-américains,
il me semble qu'effectivement, les États-Unis qui partaient un peu de l'Europe, finalement se sont dit que c'était peut-être l'occasion de revenir. Ils avaient retiré effectivement quand même pas mal de GI, petit à petit ils avaient retiré quand même pas mal de leurs forces, même s'ils restaient présents à travers cette organisation du traité de l'Atlantique Nord, dont ils sont les chefs toujours, même si il y a un général français qui se trouve à Norfolk, donc aux États-Unis, comme général patron de la transformation de cette OTAN, c'est les Américains qui en restent les chefs. S'agissant de l'inquiétude ou de l'obsession d'une jonction germano-russe, cette jonction on l'a connue en 1939 lors du pacte germano-soviétique. Ça a duré peu de temps, mais jusqu'où les Américains sont-ils prêts à aller? Je pense que les Américains, en effet, veulent, et ça a été dit à plusieurs fois, est-ce que c'est les seuls faucons, les seuls néoconservateurs américains qui veulent faire baisser la tête définitivement à la Russie? Je crois qu'en fait, les empires, lorsqu'ils veulent se recréer, me semble-t-il, ne s'arrêtent que lorsqu'ils ont été défaits militairement. Et c'est effectivement sans doute ce que souhaitent les Américains. L'enjeu pour les USA, finalement, c'est de rester en Europe, et l'enjeu pour la Russie, c'est également l'Europe. Donc en fait, de mon point de vue, est-ce que la guerre sera longue? Elle peut être longue, tout dépend effectivement de la capacité des deux parties à tenir. D'un côté les Ukrainiens avec l'armement européen et surtout américain et renseignement américain, et de l'autre les Russes, est-ce qu'ils ont assez? On a parlé d'une démographie russe qui était mauvaise, effectivement. Ils ont un vrai problème de démographie. On pensait qu'ils mobiliseraient ces troupes le 9 mai. Il semblerait qu'ils puissent déclarer une loi martiale, de façon effectivement à pouvoir mobiliser les recrues, les jeunes soldats russes qui font leur service militaire. Alors, sur le piège de Vladimir Poutine, j'ai parlé des Américains qui voulaient l'extraire Zelensky. Harold, vous dites non. Est-ce que Vladimir Poutine est l'homme qu'on n'écoutait pas? J'allais dire que lui-même n'a pas écouté ce que disaient les Occidentaux. Il entendait très bien, mais on n'a pas écouté, c'est bien sûr, parce que c'était des ultimatums, dites-vous, Harold. De mon point de vue, et c'est là où j'ai dit plusieurs fois que selon moi les Européens étaient les grands perdants de ce conflit, parce que finalement au départ on a dit que ça y est, les Européens se retrouvent entre eux grâce aux sanctions, mais je ne suis pas certain du tout que les sanctions arrêtent cette guerre. Est-ce qu'il y a un processus en revanche, et j'en conclurai un peu là-dessus, est-ce que Vladimir Poutine n'a pas été écouté? Sans doute, mais ce qu'il nous disait, on n'avait pas envie de l'entendre forcément, et surtout, on ne le voyait pas redominer le monde et l'Europe, et surtout, il y a eu une espèce de retrait américain, et on l'a bien vu en Syrie, on l'a bien vu avant en Géorgie, et en Syrie, c'est très net, on a laissé la place à la Russie lorsque, comment s'appelle-t-il, Bachar al-Assad, merci. Bachar al-Assad aurait utilisé de l'armement chimique sur sa propre population. Ceux qui sont proposés pour aller retirer les armements chimiques, ce sont les Russes. Les Français étaient prêts à les bombarder, les Anglais se sont retirés, et Barack Obama aussi s'est retiré. Et petit à petit, la Russie a pris de la place. On a bien vu ce qu'ils avaient fait effectivement dans certaines zones en Syrie. Là où je vous rejoins, Alexandre, c'est quand vous parlez de Businessland pour... moi, je parlais plutôt d'une Europe parc de loisirs, mais finalement, ça revient au même. C'est que les Européens ont l'impression d'être dans un parc de loisirs. Ils ont découvert soudainement que la guerre était possible. Et on se rend compte, d'ailleurs, les Allemands se sont rendus compte en mettant 100 milliards d'euros pour leur défense. Là où vous êtes d'accord tous les deux, c'est que l'histoire est complexe. Et finalement, on a fini par parler du Donbass, qui est finalement le point de départ de cette crise. Est-ce que... J'ai une information, en tout cas, c'est mon analyse, selon laquelle, en fait, les Russes attaquent le 24 février parce que les Ukrainiens auraient planifié une attaque vers le Donbass, et en particulier peut-être vers la Crimée, planification aidée par les Américains et le renseignement américain, et qui a fait qu'effectivement, ce qui explique la riposte préventive, semble-t-il, d'un Vladimir Poutine. Est-il tombé dans un piège? Je ne sais pas, en tous les cas, peut-être a-t-on agité un peu le chiffon rouge sous le nez du taureau, et que le taureau a foncé, pensant sans doute mal renseigné, sans aucun doute, ou n'écoutant pas pour un problème d'orgueil, et on voit bien qu'on a un Vladimir Poutine quand même qui reste très distant par rapport à par rapport à ses propres chefs militaires.
Mais en tous les cas, le Donbass est un enjeu majeur pour les deux côtés. Pour moi, effectivement, est-ce qu'il vaut mieux... Quelle sera la suite, finalement? Quels sont les scénarios? On peut avoir une guerre longue et avoir une ligne de front qui s'établit, parce que finalement, on fait du 1 contre 1. Or, pour gagner une guerre, il faut être à 2, voire 3 contre 1, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Alors, les gens craignent l'utilisation de l'arme nucléaire. De mon point de vue, et on parle d'armes nucléaires tactiques, l'arme nucléaire tactique, c'est quand même, aujourd'hui, c'est une bombe qui fait 2 à 3 fois celle d'Hiroshima et Nagasaki. Donc on n'est plus vraiment dans le tactique, on est quand même dans une destruction majeure. C'est mon point de vue personnel, je ne pense pas qu'ils utilisent le nucléaire. D'abord, les Chinois ne l'accepteraient pas. Et d'abord, la guerre des Russes contre l'Ukraine, en fait, gêne la Chine, parce que les Chinois sont des commerçants, et finalement, ça gêne un peu le commerce. Alors, est-ce que les Russes iront dans l'escalade? Est-ce qu'un jour ils bombarderont, j'allais dire, un ravitaillement, logistique en armement des Ukrainiens, en tapant par exemple sur une base polonaise ou roumaine où arrive cet armement, pour voir si l'OTAN est capable de monter en escalade? Je n'en sais rien. Je ne le souhaite pas, mais ça reste possible. Les Américains, ce qui est certain, ne veulent pas que l'Ukraine tombe, parce que si l'Ukraine tombe, Taïwan tombera. Et les Chinois, de mon point de vue, rachèteront la Russie à la casse, parce que la Russie, à la fin, sera vraiment appauvrie. Mais de mon point de vue, les perdants seront les Européens, les grands gagnants seront la Chine. Vous avez parlé de dédollarisation, c'est très vrai, puisqu'on voit qu'effectivement, même les Saoudiens vendent du pétrole aux Indiens en roupies, ou qu'ils l'achètent en roupies, et vendent aux Chinois en yuan, donc en monnaie chinoise. Et effectivement, on sent que petit à petit, le reste du monde commence à ne plus vouloir utiliser le dollar. Est-ce que les Allemands continueront d'acheter du gaz russe en roubles? C'est une bonne question, mais pourquoi pas. Mais la conclusion, et c'est ce que je souhaite, c'est que... Alors, là, un dernier point, c'est... Est-ce que la guerre... Certains disent que la guerre contre l'Ukraine, c'est la guerre contre le monde libre. En fait, on veut nous entraîner à travers ça, dans la guerre, en nous disant, mais c'est la liberté qui est attaquée. Regardez, l'Ukraine était un pays totalement libre. Ce qui est vrai, mais il faut se souvenir qu'en 2014, lorsque le Donbass est attaqué, à Kiev, tout le monde s'en foutait. À Kiev, chacun errait à ses occupations, était sur les terrasses, et n'était pas du tout concerné par ce qui se passait dans le Donbass, qui était une zone ancienne avec des gros combinats qui avaient fait un peu faillite, puisque finalement on utilisait moins le fer et le charbon. Et en tous les cas, tout le monde s'en fichait un peu. Et je reviendrai sur un épisode que j'ai bien connu, puisqu'à l'époque j'étais directeur du renseignement militaire. Les Américains déjà avaient dit au général de Villiers, qui était le SEMA, mais les Russes vont attaquer dans le Donbass, ils sont 40 000 hommes massés aux frontières, ils vont franchir la frontière. Bon, chose qu'ils n'ont pas vraiment faite, mais ils ont déstabilisé, c'est certain, après avoir pris la Crimée qui était, comme vous l'avez très bien souligné, en fait, a été prise assez facilement par les forces spéciales russes, qui l'ont pris finalement sans coup ferré, pratiquement sans un coup de feu. Ma conclusion, c'est est-ce que, et c'est une question que je pose, est-ce qu'un arrangement médiocre ou une paix boiteuse va mieux que la guerre? C'est ce que disait Georges Clemenceau. La question reste posée, et en tout cas, je me souhaite qu'effectivement, on arrive à trouver un accord de paix. Je ne sais pas comment il sera. Et si les deux parties acceptent, on dit qu'un jour, et vous n'avez pas de faute de combattants, les gens parleront. Ce qui est certain, c'est qu'au bout d'un moment, il y aura tellement de morts, et ce qui est bien triste pour les Ukrainiens et les Russes, c'est que, effectivement, j'espère que les gens s'arrêteront un jour. Merci en tous les cas. Merci, mon général. Et à présent, je crois, sous le contrôle de Ludovic Trollet, qu'il y a une séance de dédicace. Oui. Alors, juste pour terminer, donc, effectivement, on vous propose à la sortie donc, les 3 livres d'actualité de nos intervenants, que je remercie encore pour la qualité de cette soirée. Je pense qu'on a tous très apprécié. Et donc, on a hâte de vous entendre partout. Réinterviendrez. Nous sommes très heureux également, très heureux de pouvoir vous entendre, de continuer à vous entendre et à collaborer ensemble dans le futur pour continuer notre travail, notamment avec le Ménard Gomard. Il est évident que
On ne sait pas maintenant ce qui va se passer. Et ce qui est important, c'est que nous sommes, j'espère, que ce débat vous aura permis de vous sentir un peu plus, déjà plus éclairé et en capacité de juger. Et ensemble, j'espère, et c'est tout l'enjeu, je pense, à travers cette disputation, c'est de faire vivre à la fois la volonté d'un débat contradictoire qui nous permette justement de trouver et d'aller chercher effectivement des solutions, parce que on voit bien ce qui se passe. Ce que je disais en introduction, on est face à deux monologues. Donc ce soir, ce qu'on a essayé de faire, c'est, à travers ce que vous avez montré ce soir, parce que c'est une très très grande qualité des dialogues, c'est que peut-être nos deux antagonistes, russes et ukrainiens, arrivent à la même qualité d'échange. Donc je vous remercie. Donc les 3 livres que vous aurez retrouvés à la sortie de nos intervenants, Le Soldat de l'ombre du général Christophe Domard, États-Unis, tribu américaine de Harold Hyman, et bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, donc La mondialisation dangereuse d'Alexandre Zenda. Donc on vous remercie à tous les 3. Donc rendez-vous pour un peu de la sortie. Rendez-vous dans un mois. Alors, donc, ça c'est juste information. Donc, je vous disais, donc, on alterne les rencontres. La prochaine sera donc dialogue sur l'essentiel. Et donc nous accueillerons donc quelqu'un que vous connaissez aussi, Marc Menant, donc célèbre journaliste, qui vient nous parler effectivement à la fois de la sortie de son dernier livre et surtout échanger sur des sujets qui nous importent à l'Institut Montalembert, c'est la question de la liberté de conscience. Donc il est un fervent défenseur. Donc rendez-vous le 2 juin, a priori, dans la même salle, une salle pas très loin. Voilà, merci, bonne soirée à tous.